Si tu penses déjà connaître la Grande Pyramide, alors reste absolument jusqu'à la fin, car ce que les scans modernes révèlent à l'intérieur ne ressemble pas à une simple tombe royale, mais plutôt au fragment d'une énigme bien plus vaste que tout ce qu'on nous a jamais raconté. Et avant d'aller plus loin, écris-moi dans les commentaires ce que tu en penses. La Grande Pyramide est-elle vraiment juste un monument de pierre, ou cache-t-elle quelque chose qui pourrait complètement transformer notre vision du passé? Imagine un instant que tu te tiennes face à cet édifice colossal de Gizeh, une structure qui atteignait autrefois près de 146 mètres de hauteur, avec une base dont chaque côté dépasse les 230 mètres. Des millions de blocs de pierre, dont beaucoup pèsent plusieurs tonnes, et certains à l'intérieur sont si massifs qu'il est difficile d'imaginer comment ils ont pu être déplacés sans machine moderne. Et c'est précisément là que commence le véritable problème. Car même en tenant compte de rampes, de traîneaux, de leviers et de milliers d'ouvriers, une question persiste, comme une ombre au-dessus de tout. Comment un édifice de cette taille a-t-il pu être construit avec une précision qui force encore aujourd'hui le respect? Et maintenant, cela devient encore plus étrange, car bien que la Grande Pyramide soit connue depuis des millénaires et qu'elle ait captivé des générations de chercheurs, d'aventuriers et d'archéologues, c'est seulement à notre époque que nous commençons réellement à voir ce qui se cache en son sein. Pas avec des marteaux et des burins, ni avec des fouilles brutales, mais grâce à une technologie qui semble tout droit sortie de la science-fiction. Grâce à la myographie, c'est-à-dire l'étude de minuscules particules cosmiques capables de traverser la pierre, les chercheurs ont réussi à observer l'intérieur massif de la pyramide sans l'endommager. Et c'est précisément là que débute l'agitation actuelle. Car derrière la face nord de la pyramide, un vide caché a été détecté, une zone que personne n'attendait. Ce qui semblait d'abord être une simple anomalie s'est rapidement transformé en l'un des indices les plus fascinants de ces dernières années. Derrière les blocs de pierre en forme de chevron au-dessus de l'entrée d'origine, les chercheurs ont découvert un corridor resté scellé pendant des millénaires. Lorsqu'une minuscule caméra a été introduite dans une fissure presque invisible, elle a révélé un espace entièrement aménagé, avec des surfaces lisses et des parois soigneusement travaillées. Aucun débris, aucune trace d'effondrement, aucun usage évident. Juste un passage vide, caché, comme si quelqu'un l'avait intentionnellement conçu pour protéger ou dissimuler quelque chose. Et c'est justement ce vide qui soulève tant de questions. Car si un tel espace servait uniquement à alléger la pression du poids, pourquoi semble-t-il aussi intentionnellement conçu? Pourquoi une telle précision? Pourquoi l'avoir scellé comme si personne ne devait jamais y entrer? Certains chercheurs pensent que ce corridor pourrait mener à d'autres zones encore inconnues. D'autres y voient une fonction structurelle. Mais plus on en parle, plus grandit le sentiment que ce n'est que le début, car la face nord n'est pas la seule zone mystérieuse. Ces dernières années, un immense vide a également été détecté au-dessus de la Grande Galerie, ce que les chercheurs appellent le Grand Vide. Un espace gigantesque au cœur même de la pyramide. Un volume trop important pour être simplement ignoré ou considéré comme un détail architectural. Un vide là où l'on s'attendrait à trouver de la pierre massive. Et soudain, la question ne porte plus seulement sur l'identité de celui qui aurait été enterré là. Elle devient bien plus fondamentale. Dans quel but cet intérieur a-t-il réellement été conçu? Car plus on explore ces découvertes, plus l'image change. Ce qui semblait autrefois être un bloc de pierre plein et compact apparaît désormais comme une structure complexe, composée de cavités soigneusement placées. Et l'une d'elles attire particulièrement l'attention. Situé au-dessus de la Grande Galerie, ce passage incliné à l'intérieur de la pyramide se trouve un espace que les chercheurs appellent simplement le Grand Vide. Mais ce nom ne rend pas justice à ce qu'il pourrait réellement être. Cet espace n'est pas petit, il est immense. Les estimations parlent d'une longueur d'environ 30 mètres et d'une hauteur potentiellement suffisante pour contenir plusieurs étages. Mais ce qui est encore plus troublant, ce n'est pas seulement sa taille, c'est son emplacement. Il suit exactement l'angle de la Grande Galerie, comme s'il avait été intentionnellement placé au-dessus. Mais pourquoi créer un espace vide aussi vaste au cœur d'une structure composée de millions de blocs de pierre? Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une erreur de mesure, plusieurs méthodes ont été utilisées. Des capteurs ont été installés à l'intérieur et à l'extérieur de la pyramide. Différentes équipes ont travaillé indépendamment, et pourtant toutes sont arrivées à la même conclusion. Ce vide existe, il est réel, et pourtant il reste totalement inaccessible. Aucun accès connu, aucun tunnel, aucun escalier n'y mène. C'est comme si cet espace avait été volontairement isolé de tout. Et c'est là que commencent les spéculations. Certains pensent avant qu'il pourrait avoir joué un rôle dans la construction, peut-être comme un passage interne pour déplacer les blocs,
ou comme une partie d'un système ingénieux. D'autres y voient une fonction symbolique, peut-être liée au voyage de l'âme du pharaon vers les étoiles, car l'orientation de la pyramide elle-même est si précise qu'elle est souvent associée à certaines constellations, notamment la ceinture d'Orion. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'alignement de la pyramide ne dévie que de quelques minutes d'arc par rapport au nord parfait, une précision que même les constructions modernes peinent à atteindre. Et cela soulève une autre question. Si l'extérieur a été conçu avec une telle exactitude, l'intérieur pourrait-il suivre un plan bien plus complexe que ce que nous imaginons? Certains vont encore plus loin et suggèrent que ce grand vide n'est peut-être pas vide du tout, mais qu'il contient quelque chose que nous ne pouvons pas encore détecter. Peut-être des objets, peut-être des structures, peut-être des indices sur la véritable méthode de construction. Mais tant qu'aucun accès direct n'est possible, tout cela reste hypothétique. Dans les années à venir, de nouvelles tentatives en fait sont prévues. De petits dispositifs volants, à peine plus grands qu'une main, pourraient être envoyés à l'intérieur à travers de minuscules ouvertures pour capturer les premières images réelles. Mais même cela reste difficile, car la pyramide est strictement protégée. Chaque intervention doit être extrêmement prudente afin de ne pas endommager le monument. Et ainsi, nous nous retrouvons face à une énigme monumentale qui ne se dévoile que lentement, pièce par pièce. C'est un peu comme se tenir devant un immense coffre-fort. On sait que quelque chose s'y trouve, on en devine peut-être la forme, mais la clé manque. Et pendant que la technologie progresse, la tension augmente, car chaque nouvelle découverte montre clairement que nous sommes encore loin de tout comprendre. Et puis, le regard se tourne vers le bas. Car tandis que les espaces supérieurs de la pyramide suscitent déjà confusion et fascination, ce qui se trouve en dessous devient encore plus mystérieux. Profondément enfoui dans la roche, bien en dessous de la structure visible, se trouve une zone souvent négligée, mais peut-être tout aussi importante, la chambre souterraine. Cette chambre souterraine est creusée profondément dans le calcaire du plateau. Rien que cette idée est impressionnante. Avant même que le premier bloc de la pyramide ne soit posé, des ouvriers ont dû creuser vers le bas à travers la roche solide. Et le résultat est un espace qui semble contradictoire. Une partie est lisse, soigneusement taillée, presque parfaite. L'autre paraît brute, inachevée, comme si les travaux avaient été interrompus brusquement. Au centre de cette pièce se trouve une fosse profonde qui descend encore plus bas dans la terre. À côté, un passage étroit s'étend sur plusieurs mètres avant de s'arrêter brutalement. Pas de chambre, pas de destination, juste une impasse. Officiellement, on dit souvent que les plans ont changé et que la chambre funéraire a été déplacée plus haut. Mais quand on considère l'effort immense nécessaire pour creuser à une telle profondeur, cette explication semble insuffisante pour beaucoup, et c'est dans cet environnement qu'apparaît un autre lieu encore plus énigmatique. À proximité se trouve un puits qui descend en plusieurs niveaux profondément sous terre. Aujourd'hui, il est parfois associé à une divinité de la mythologie égyptienne, mais indépendamment de son nom, sa structure reste inhabituelle. Plusieurs niveaux reliés par des conduits étroits mènent finalement à une zone partiellement remplie d'eau. Là, dans l'obscurité, se trouve un bloc massif de granit, soigneusement façonné avec une précision remarquable. Sa surface présente des traces de travail si nettes qu'elle suscite encore aujourd'hui des débats. Le granit est l'une des pierres les plus dures et le travailler demande du temps, de la patience et des outils adaptés. Pourtant, la précision observée ici semble presque trop parfaite. À cela s'ajoute le fait que certaines zones inférieures en sont extrêmement difficiles d'accès. L'eau s'y accumule, le sol est instable et de nombreux passages sont bloqués ou très restreints. Cela rend toute exploration complète extrêmement complexe. Et c'est précisément cette difficulté qui alimente encore davantage les questions. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait exister des connexions entre ces structures souterraines et d'autres monuments du plateau. L'idée de tunnels reliant différentes constructions revient régulièrement, mais les preuves sont difficiles à obtenir, car de nombreuses zones restent inexplorées ou interdites pour des raisons de conservation. Et puis, il y a des récits évoquant des sections scellées, des passages autrefois ouverts puis fermés. Dans un cas, il est question d'un conteneur en pierre endommagé bloquant un accès, comme s'il avait été détruit de l'intérieur. Ces détails sont difficiles à vérifier, mais ils renforcent l'impression que nous avons affaire à un système encore largement incompris. Alors que beaucoup se concentrent sur les cavités supérieures,
une partie des réponses pourrait se trouver profondément sous nos pieds. Des zones plongées dans l'obscurité, difficiles d'accès, et peut-être justement pour cela moins étudiées. Et alors que l'on tente de comprendre ces structures souterraines, un autre lieu apparaît, soulevant encore plus de questions. Un endroit situé à seulement quelques minutes, mais inaccessible pour la plupart des gens. Un lieu dont on parle à peine et qui pourrait pourtant jouer un rôle clé. Seulement quelques minutes séparent ce site de la Grande Pyramide, et pourtant il reste pratiquement invisible pour le public. Aucun touriste ne s'y rend, aucune visite classique ne l'inclut. Et c'est précisément ce qui le rend si intrigant. Car on y trouve une structure inachevée, ainsi qu'une immense excavation creusée dans le sol, ressemblant à un large fossé. À première vue, tout semble abandonné. Mais plus on observe, plus cela devient étrange. Il y a plus d'un siècle, des chercheurs ont découvert au fond de cette excavation un immense récipient en granit. Sa forme était ovale, sa surface lisse et sa fabrication d'une précision remarquable, même comparée à d'autres constructions anciennes. Mais le plus étrange n'était pas sa forme, mais ce qu'il aurait contenu. Certains rapports évoquent une substance inhabituelle, difficile à identifier, ni totalement pierre, ni totalement métal. Une sorte de résidu brillant, dont l'origine reste inexpliquée. Pourtant, au lieu d'être étudiée en détail, la zone entière a été progressivement rendue inaccessible. Aujourd'hui, elle se trouve sous contrôle militaire strict et toute approche est interdite. Officiellement, cela sert à la sécurité. Mais cette fermeture alimente encore davantage les spéculations. Pourquoi isoler complètement un site archéologique ? Pourquoi si peu d'études récentes, si peu de publications ? Certains y voient simplement une mesure de protection. D'autres pensent que quand quelque chose de difficile à expliquer a été découvert. Si l'on prend du recul, un schéma semble émerger. La Grande Pyramide, les cavités cachées, les chambres souterraines et ce site voisin mystérieux. Tout est relativement proche, comme si cela faisait partie d'un ensemble plus vaste. Certains vont jusqu'à dire que le plateau entier ressemble à un puzzle dont seules certaines pièces sont visibles. Et avec chaque nouvelle découverte, le sentiment grandit qu'il manque encore quelque chose qui relierait tous ces éléments. La question devient alors encore plus fascinante. Et s'il y avait encore plus sous la surface ? D'anciens textes partent de complexes gigantesques, de milliers de pièces, parfois souterraines, peut-être symboliques ou peut-être réelles. Et c'est ici que les choses prennent une toute nouvelle dimension, car des mesures modernes ont effectivement suggéré la présence de vide sous certaines zones, même si ces espaces n'ont pas encore pu être explorés directement. Et c'est là qu'émerge l'hypothèse suivante, peut-être la plus vertigineuse de toutes. Et si les monuments visibles aujourd'hui n'étaient que la partie émergée d'un système bien plus vaste ? Et si une partie essentielle de l'ensemble était encore enfouie sous la terre, un réseau de chambres, de couloirs et de structures demeurait scellé pendant des millénaires ? En parallèle, certains indices laissent penser que l'eau pourrait jouer un rôle dans tout cela. Plusieurs zones souterraines sont partiellement inondées, et certains chercheurs se demandent si certaines structures ne seraient peut-être pas liées à un ancien système hydraulique. S'agit-il simplement de phénomènes naturels ou de quelque chose de délibérément conçu ? Pour l'instant, rien n'est tranché. Mais le simple fait que cette question soit posée montre à quel point notre vision du site est en train de changer. Et plus cette vision change, plus une autre question s'impose. Il ne s'agit plus seulement de comprendre comment ces structures ont été construites, mais aussi pourquoi elles existent. Et c'est précisément à cet instant que toute la perspective bascule. Car dès que l'on cesse de demander seulement comment ces édifices gigantesques ont été réalisés, pour se demander dans quel but ils ont été conçus, un tout nouveau champ de possibilités s'ouvre devant nous. Pendant très longtemps, la Grande Pyramide a été considérée comme une tombe monumentale, un mausolée destiné à glorifier un seul souverain. Mais plus on en apprend sur sa structure interne, moins cette explication simple semble satisfaisante. Un édifice d'une telle ampleur, construit avec une telle précision, contenant des corridors dissimulés, d'immenses vides, des axes internes complexes, tout cela uniquement pour abriter une chambre funéraire finalement vide. Pour beaucoup, cette idée paraît de plus en plus difficile à accepter. C'est précisément pour cette raison que de nouvelles hypothèses émergent. L'une d'elles s'intéresse au choix des matériaux utilisés à l'intérieur de la pyramide. Dans ce que l'on appelle la chambre du roi, on trouve du granit rouge, une roche particulièrement riche en quartz. Et le quartz possède une propriété remarquable. Lorsqu'il est soumis à une pression, il peut générer une charge électrique. Maintenant, imagine un instant cette masse de granit soumise en permanence au poids de millions de tonnes de calcaire. Une pression constante, gigantesque, agissant sur la matière. Certains se demandent alors si cet effet aurait pu être utilisé intentionnellement. À cela s'ajoute la géométrie même des chambres.
des lignes droites, des angles exacts, des proportions soigneusement définies. Et si l'on commence à considérer ces éléments non plus seulement comme de l'architecture, mais comme les composants d'un système, une autre question apparaît aussitôt. L'intérieur de la pyramide pourrait-il avoir été conçu pour réagir à certaines vibrations, pour amplifier des fréquences, pour canaliser un phénomène que nous ne comprenons pas encore entièrement? Dans ce contexte, le grand vide situé au-dessus de la grande galerie redevient particulièrement intrigant. Certains imaginent qu'il pourrait avoir joué le rôle d'une chambre de résonance, un espace destiné à capter, concentrer ou amplifier des vibrations. Et si cette hypothèse s'avérait juste, alors la pyramide ne serait plus seulement un monument immobile. Elle deviendrait quelque chose de dynamique, une structure capable d'interagir avec l'énergie, le son ou des phénomènes physiques encore mal compris. Mais cette idée soulève aussitôt une question encore plus vaste. Si la pyramide faisait réellement partie d'un système, quelle aurait été sa fonction? Produire de l'énergie, transmettre de l'information, stabiliser un environnement, servir d'instrument? À ce stade, nous pénétrons dans un territoire où la frontière entre recherche, hypothèse et spéculation devient extrêmement mince. Pourtant, ce sont précisément ces questions qui rendent le sujet aussi captivant. Certains vont encore plus loin et considèrent que l'emplacement même de la pyramide pourrait être significatif. Elle se trouve sur un point que plusieurs théories présentent comme géographiquement particulier. Que cela soit fondé ou non reste débattu, mais l'idée en elle-même est fascinante. Si quelqu'un avait voulu construire un système interagissant avec la Terre elle-même, alors le lieu choisi aurait eu une importance cruciale. Bien sûr, il faut rester prudent. Une grande partie de ces réflexions demeure spéculative. Mais c'est justement ce mélange de faits établis et de questions ouvertes qui rend la Grande Pyramide si troublante. Car chaque nouvelle découverte nous oblige à revoir certaines certitudes que nous pensions solides. Et puis surgit une hypothèse encore plus étonnante. Et si ces structures n'avaient pas été conçues uniquement pour leur propre époque? Et si elles constituaient une forme de message ou de dépôt destiné au futur? Un lieu pensé pour conserver quelque chose, indépendamment du destin de la civilisation qui l'a construit? Si l'on accepte un instant cette idée, alors notre manière de regarder le monument change immédiatement. Nous avons tendance à imaginer que le savoir se transmet par des textes, des objets ou des symboles visibles. Mais que se passerait-il si l'information pouvait être encodée d'une autre manière, dans les dimensions elles-mêmes, dans la géométrie, dans les matériaux, dans les proportions, dans des relations mathématiques intégrées à la structure? Et c'est là que la réflexion devient véritablement fascinante. Car dans ce cas, nous pourrions être en train de chercher au mauvais endroit. Nous attendons des artefacts, des inscriptions cachées, des salles secrètes contenant quelque chose de tangible. Mais si le véritable message était la pyramide elle-même, si la structure entière fonctionnait comme un code, comme un support d'information, comme une forme de mémoire minérale traversant les millénaires, et si cela est vrai, alors nous ne sommes qu'au commencement de notre compréhension. Parce qu'à partir du moment où la pyramide cesse d'être seulement un amas de pierres pour devenir un système, un registre ou le vestige d'une intention beaucoup plus grande, tout change. Les couloirs, les cavités, l'orientation, les matériaux, les angles, les volumes internes. Plus rien n'apparaît comme purement arbitraire. Et à ce moment précis, une question encore plus profonde, presque dérangeante, émerge. Si ceux qui ont conçu un tel monument étaient capables non seulement de le bâtir, mais aussi d'y intégrer une logique aussi complexe, qui était-il vraiment ? S'agissait-il simplement d'êtres humains dotés d'un niveau exceptionnel d'organisation, de savoir-faire et d'observation? Ou bien sommes-nous face aux vestiges d'une connaissance dont nous avons perdu une grande partie? Certaines théories suggèrent que le savoir nécessaire à une telle construction n'a pas pu apparaître soudainement. Il aurait forcément fallu une longue évolution, des étapes intermédiaires, des prototypes, des tentatives. Mais si c'est le cas, où sont ces étapes ? Où sont les structures montrant une progression graduelle vers ce niveau de précision? Pourquoi la Grande Pyramide donne-t-elle parfois l'impression d'un bond spectaculaire, presque d'une rupture, plutôt que d'un résultat lentement atteint? Ces interrogations nourrissent une autre idée, tout aussi troublante. Et s'il avait existé, avant les civilisations que nous connaissons, d'autres cultures dont le savoir aurait disparu. Des cultures effacées par des catastrophes, des changements climatiques, des bouleversements majeurs. Il est difficile de prouver une telle hypothèse, mais le simple fait qu'elle paraisse plausible à certains montre à quel point le mystère s'est élargi. Et malgré toutes ces spéculations, une chose demeure au centre de tout, la pyramide elle-même. Peu importe qui l'a construite, sa réalité est cela là, son alignement presque parfait, ses blocs gigantesques,
ces espaces cachés, ces zones toujours inaccessibles, tout cela est source et concret. Et plus nos technologies progressent, plus nous pouvons regarder profondément à l'intérieur sans détruire ce monument millénaire. L'une des idées les plus intrigantes à ce sujet est celle de la capsule temporelle. Selon cette vision, la Grande Pyramide pourrait avoir été conçue non seulement pour durer physiquement, mais pour préserver quelque chose pendant des durées presque inimaginables. Si une civilisation avait su qu'elle pouvait un jour disparaître, il serait logique qu'elle cherche à laisser derrière elle un témoignage capable de résister à l'érosion du temps. Dans ce cadre, le corridor nord prend soudain une toute autre importance. Un passage apparemment vide, dissimulé derrière des blocs massifs, soigneusement protégés, presque oubliés. S'il mène réellement vers d'autres espaces, alors il pourrait être bien plus qu'un simple couloir. Il pourrait constituer un point d'accès, une sorte de seuil conçu pour n'être compris ou franchi qu'au moment où la technologie et la compréhension humaine seraient enfin suffisantes. Et cela nous ramène à une idée essentielle. Peut-être que les informations que nous cherchons ne sont pas stockées sous une forme immédiatement reconnaissable. Nous cherchons des textes, des objets, des preuves évidentes. Mais si le vrai message se trouvait dans des motifs, dans la géométrie, dans la manière dont les espaces sont reliés, dans les propriétés physiques des matériaux eux-mêmes, et si la pyramide n'était pas seulement un bâtiment, mais une forme de langage, c'est là que le sujet prend une dimension presque philosophique. Car si nous acceptons la possibilité que quelque chose nous échappe encore complètement, alors nous devons aussi accepter que notre vision actuelle du passé est peut-être incomplète. Peut-être ne voyons-nous qu'un fragment de l'image. Peut-être que le cadre entier nous manque encore. Et c'est précisément pour cela que les années à venir sont si importantes. Les nouvelles campagnes d'exploration pourraient offrir pour la première fois, un aperçu direct de zones restées jusqu'ici inaccessibles. De minuscules appareils, de nouvelles méthodes de scan, peut-être même des images réelles de l'intérieur des grands vides. Et chaque nouvelle donnée pourrait modifier en profondeur ce que nous croyons savoir. Peut-être découvrirons-nous que beaucoup d'idées alternatives étaient fausses. Peut-être, au contraire, tomberons-nous sur des indices qui nous forceront à réévaluer radicalement nos certitudes. C'est exactement ce qui rend ce moment si exceptionnel. Nous nous trouvons à la rencontre entre des questions vieilles de plusieurs millénaires et des technologies capables, enfin, de les sonder sérieusement. Et c'est précisément à ce moment-là que tout devient encore plus intense. Car plus nous nous rapprochons de réponses concrètes, plus nous réalisons à quel point nous sommes encore loin de comprendre l'ensemble. Chaque nouvelle donnée, chaque scan, chaque anomalie détectée agit comme une pièce supplémentaire d'un puzzle gigantesque, mais un puzzle dont l'image finale nous échappe toujours. Imagine un instant que les prochains relevés révèlent peut-être non seulement des cavités, mais des structures organisées, des formes répétitives, des alignements internes cohérents. À ce moment-là, il ne s'agirait plus seulement d'architecture, mais peut-être d'un système intentionnel conçu selon une logique que nous commençons à peine à percevoir. Et c'est là qu'intervient une autre piste, souvent ignorée, mais de plus en plus discutée, celle des proportions mathématiques intégrées à la pyramide. Depuis longtemps, certains chercheurs ont remarqué que certaines dimensions semblent correspondre à des constantes fondamentales. Le rapport entre la hauteur et la base, par exemple, se rapproche étonnamment de certaines valeurs mathématiques connues. Coïncidence ou signature d'un savoir précis? Si l'on pousse cette idée plus loin, une hypothèse fascinante émerge. Et si la pyramide n'était pas seulement un objet physique, mais une représentation tridimensionnelle d'un concept mathématique, une sorte de modèle encodé dans la pierre, où chaque angle, chaque mesure, chaque orientation aurait une signification. Dans ce cas, la structure entière pourrait être vue comme un message universel. Car les mathématiques, contrairement aux langues humaines, ne dépendent pas d'une culture particulière. Elles sont constantes. Si quelqu'un voulait transmettre une information à travers le temps, indépendamment de la civilisation qui la découvrirait, les mathématiques seraient un choix logique. Mais alors, que représenterait ce message? Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une carte, pas nécessairement géographique, mais peut-être cosmique. Une représentation de positions stellaires, de cycles célestes ou de relations entre certains points dans l'espace. Cela rejoint d'ailleurs les observations concernant l'alignement de la pyramide avec certaines étoiles. D'autres imaginent quelque chose de plus abstrait, une sorte de bibliothèque silencieuse, où l'information ne serait pas stockée sous forme de texte, mais sous forme de relations, de proportions, de structures répétées, une manière de coder le savoir directement dans la matière. Et puis, il y a une idée encore plus audacieuse. Et si la pyramide n'était pas seulement un message passif, mais un outil, quelque chose qui devait être
activé, utilisé, compris de manière dynamique. Une structure qui n'a de sens que lorsqu'elle est mise en relation avec d'autres éléments, peut-être d'autres monuments, peut-être des phénomènes naturels, peut-être même des conditions spécifiques que nous ne savons pas encore reproduire. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines parties semblent inachevées ou inutilisées. Peut-être que ce que nous voyons comme incomplet ne l'est pas vraiment. Peut-être qu'il manque simplement une clé d'interprétation. Et c'est ici que la notion de temps revient avec force. Car nous avons tendance à regarder ces constructions avec notre propre perception du temps. Des décennies, des siècles au maximum. Mais les bâtisseurs de la pyramide, quels qu'ils aient été, ont peut-être pensé en millénaires, en cycles longs, en périodes que nous avons du mal à concevoir. Dans ce contexte, il devient possible d'imaginer que certaines parties de la pyramide n'étaient pas destinées à être comprises immédiatement. Qu'elles étaient conçues pour rester cachées, silencieuses, jusqu'à un moment précis. Un moment où les conditions seraient réunies, où la technologie permettrait enfin d'y accéder sans tout détruire. Et si ce moment était maintenant? C'est une question qui revient de plus en plus souvent, car pour la première fois dans l'histoire, nous disposons d'outils capables d'explorer sans pénétrer, d'observer sans casser, de cartographier sans altérer. Nous pouvons littéralement voir à travers la pierre. Mais en même temps, cela soulève une autre interrogation. Sommes-nous prêts à comprendre ce que nous pourrions découvrir ? Car il y a une différence entre trouver quelque chose et être capable de l'interpréter. Si demain une cavité révèle une structure inconnue parfaitement,